La mort du général Sorcier, est-ce le drame de trop qui met en nu toutes les dérives au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, le temple du savoir? Si je suis donc ici, c'est pour vous dire que ça ne va pas. Il y a donc problème. Oui, quand ça ne va pas, ayons le courage de le dire. Nous voici en face d'une bombe. Comment la désamorcer? La question mérite d'être posée à tout le monde, aux chefs de l'État, à tous les pouvoirs publics, aux autorités universitaires, à tous les parents. Et pour y répondre, il va falloir suivre avec une attention particulière donc cette émission, votre magazine, qui passe tous les dimanches à partir de 20 h sur la télé sans filtre. Si je suis donc ici, au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est qu'il y a un problème. Bonsoir. Il s'appelait Diagué Ziggy Marc Aubin et était connu sous le nom de Général Sorcier. Il avait 49 ans. Il était étudiant en Master 2. Il était connu pour ses actes de violence et son implication dans plusieurs affaires criminelles. Cet ancien membre influent de la FESI a su s'imposer au sein de l'organisation par la terreur. Il a aussi pris part aux différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Il fera la prison, puis gracié des années plus tard. Son corps a été retrouvé sans vie dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024 dans les environs du CHU de Cocody. Une enquête pour homicide est tout de suite ouverte par le procureur de la République et a entraîné l'arrestation de 6 responsables de la FESI, dont son secrétaire général, Siekambou. L'enquête doit prendre plusieurs jours et doit notamment permettre de comprendre les circonstances de sa mort qui, à ce stade, demeurent floues. Chez les étudiants lassés de récurrence des violences sur le campus, ce fait divers suscite l'indignation. Mais il met aussi en lumière les activités mafieuses, criminelles et les dérives vues et sues de tous qui couvrent depuis toujours au sein des cités universitaires d'Abidjan. Des rumeurs circulaient depuis plusieurs mois concernant des tensions internes au sein de la FESI, ainsi que des rivalités exacerbées entre différents groupes. Pour prendre le contrôle de la FESI, qui demeure l'association des élèves et étudiants la plus forte, voire même la plus puissante du pays. Ces tensions pourraient-elles être liées à la mort du général Sorcier? Quelle a été la réaction du gouvernement face à cette situation? Comment a-t-elle été perçue? Et surtout, quel avenir pour les activités syndicales dans ce contexte tendu? Il y a problème, amenez l'enquête. Le mercredi 2 octobre 2024, contre toute attente, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, profitant de la crise, demande aux étudiants résidant des chambres dans les campus universitaires de façon illégale de dégager des lieux sans délai. Il est demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires des différents crous de façon illégale de libérer les dites chambres en emportant tous leurs effets personnels. Ces étudiants auraient occupé illégalement les campus universitaires. D'un côté, la FESI leur aurait attribué des chambres, tandis que de l'autre, un réseau tout aussi illégal serait géré par les responsables du CROU, le Centre régional des œuvres universitaires, qui s'occupe réellement de la gestion des cités et de l'espace universitaire, la FESI ou le CROU. Dans tous les cas, le communiqué du gouvernement crée un grand désarroi dans le cœur des étudiants. C'est le début de la tempête. Jaurès, 24 ans, est étudiant en licence 3 d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Depuis plusieurs mois, il vivait dans une chambre qu'il avait réussi à obtenir grâce à un arrangement informel avec un responsable du CROU. Cette solution temporaire, bien que précaire, lui permettait de se concentrer sur ses études. Mais tout a basculé il y a quelques jours. Voilà mes affaires ici. Voilà, disons mes affaires. Il y a quoi comme affaire? Bon, ici il y a mes cahiers, il y a mes documents qui étaient dedans. Voilà quelques documents ici, il y a quelques cahiers. Ici, il y a mes habits dedans, il y a certains trucs qu'il y a ici. On est quitté directement le village, on connaît personne ici. Où on peut aller, voilà mes affaires ici. Voilà. En tout cas, c'est très compliqué. Et en laissant tout, on ne sait pas où mettre la tête.
Comment s'est passé le jour J quand on vous a expulsé? Bon, on était là, soudain, un soir comme ça, il y a un communiqué qui est sorti que demain, à partir de telle heure, vous allez quitter les chambres, ceux qui ne sont pas dans les conditions légales. C'était le cas pour vous? Bon, oui, je peux le dire, c'était le cas pour moi, puisque je n'ai pas les papiers de la chambre. Ce n'était pas une chambre en tant que telle, mais c'était un magasin, considéré comme un magasin. Vu la situation des parents, et partout où on déposait les papiers, on ne recevait pas des chambres. Quand tu déposes les papiers, tu ne reçois pas de chambres. On ne peut pas dormir tous dans les amphis. Il y a un moment où on était renvoyé dans les amphis, on était obligé maintenant de rentrer maintenant sur la cité. Et c'est comme ça, on s'est attribué ce petit magasin et on était dedans. Mais ce petit magasin même, on avait demandé au crew de nous donner ce petit magasin. Et c'est le crew même qui avait décidé de nous donner le petit magasin. Maintenant, soudain, on vient et puis on nous enlève dans les chambres. En tout cas, je sais que c'est là de l'État. L'État a raison toujours, mais je demande beaucoup pardon à l'État pour voir ce qu'il peut faire pour nous. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie universitaire prendrait un tournant si brutal. Originaire d'un petit village de Divo, il avait tout quitté pour poursuivre ses études dans la capitale, animé par un rêve de réussite et d'indépendance. Malheureusement, ce rêve s'est transformé en cauchemar. Il y a les sacs, mais qu'ils ne trouvent même pas. C'est dès qu'ils ont volé. Il y avait mes documents qui étaient dans un sac. C'est dès qu'ils ont volé. Il y a des choses qu'ils ne trouvent même pas. En tout cas, c'est très misérable. Je ne sais pas comment faire. Très misérable. On poursuit, on ne trouve jamais chambre. Les résultats ne sortent jamais. Depuis qu'on a poursuivi, on n'a jamais eu de résultats. Aujourd'hui, on a fait comment? On demande si les chambres appartiennent réellement aux étudiants. Bon, c'est eux qui vont nous expliquer ça demain. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas où aller. Sa chambre, qu'il partageait avec son camarade d'amphi, était devenue un refuge, même si elle n'était pas tout à fait légale. Jaurès avait déjà investi dans cette vie précaire, accumulant des livres et des fournitures pour ses cours. Tout cela a été jeté dans les couloirs du campus. Il se souvient de la frustration et de la honte qui l'envahissait alors qu'il voyait ses affaires éparpillées passer sous les yeux des autres étudiants. Oui, bon, on a fait les procédures. Ça fait longtemps qu'on a fait les procédures. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de résultats. Il n'y a pas encore eu d'admission. Depuis qu'on a fait les procédures, c'est resté comme ça. Nous-mêmes, nous attendons les résultats. Et brusquement, on vient nous enlever dans les chambres. On ne sait pas. C'est complexe? En tout cas, c'est très complexe. C'est une situation qui est très complexe. Ça touche aussi l'état d'âme. Parce qu'un bon matin, on va t'enlever dans ta chambre. Toi, un étudiant qui ne t'attendait pas à ça, je crois bien que non, ça peut toucher tout le monde. Est-ce que c'est dur d'avoir des chambres ici au campus? En tout cas, ce qu'ils sachent, c'est très difficile. C'est très difficile de trouver les chambres au campus. Très difficile. Très difficile. On a postulé plusieurs fois. Et je ne suis pas seul. Parce que moi et mes amis ne sont pas là. Il y a un bon nombre d'amis. Lui-même, il est là. Tu as postulé, on est sur ta vue. Il n'a pas eu de chambre. On postule, on remplit les conditions, mais il n'y a rien. On ne trouve pas de chambre. Il y a d'autres mecs qui dormaient en amphi. Maintenant, ils ont fermé les amphis. Ils sont allés à la maison. Ils étaient obligés de rentrer à la maison. Depuis son expulsion, Jaurès a dû faire face à une réalité difficile. Il a essayé de trouver un endroit où dormir, mais les places dans les résidences officielles étaient rares. Le réseau de la FESI, qui avait soutenu certains étudiants, ne lui a pas offert d'aide. La situation est d'autant plus difficile qu'il n'a pas de famille à Abidjan. Il s'est rapidement rendu compte que les promesses d'un avenir brillant à l'université peuvent parfois se heurter à la dure réalité du campus. Hier, c'est ici qu'on a passé l'année. C'est ici qu'on a passé l'année dans cette salle. On avait pris la porte pour maintenir le passage un peu, pour ne pas que ça soit trop ouvert. Voilà. On avait les cartons et puis on a pris un matelas là-bas pour passer la nuit ici. C'est ça, c'est dans les conditions. Les nuits ici, c'était comment? Bon, il faut dire que, comme on le dit bien, la vallée de l'homme, c'est sa capacité d'adaptation. On s'est adapté à la situation, sinon ce ne serait pas les bonnes situations. On était obligé d'adapter, de s'adapter. Puisqu'on ne savait pas où aller, on était obligé de s'adapter à la situation. Sinon, ça n'a pas été fameux hier. C'était une situation très pitoyable. Vous étiez ici avec combien de personnes? Bon, hier, on dormait à 6 ici. Les autres, le matin, ils sont sortis. Jaurès, bien que toujours dans une situation précaire,
veut apprendre à se reconstruire. Il apprend à naviguer dans ce nouveau paysage, à défendre ses droits et à soutenir ceux qui, comme lui, se battent pour une place dans ce monde universitaire souvent impitoyable. Au sein des campus de l'université Félix Houphouët-Boigny, sur 1141 résidents des campus A et B, plus de la moitié ont été expulsés. À l'université Félix Houphouët-Boigny, la situation est particulièrement critique. Les bâtiments de logement autrefois accueillants ressemblent aujourd'hui à des zones de conflit. Des murs décrépits, des fenêtres brisées et les couloirs envahis par les détritus témoignent d'une négligence alarmante. Et il y a encore des personnes qui squattent ces pièces. Nous sommes tombés sur cette femme avec son bébé endormi qui a attiré notre attention. Est-elle une étudiante? Et que fait-elle ici? Nous lui avons posé ces questions. Vous êtes étudiante? Non. Vous n'êtes pas étudiante? Mais comment vous êtes arrivé ici? Moi, c'est mon oncle ici, il est étudiant. Ton oncle est étudiant. Ton oncle il fait quoi? C'est qui? Je ne sais pas comment dire. Il est étudiant, en même temps il fait commerce. Ah, il est étudiant et puis il fait commerce. Il m'a mis côté commerce. Ah, et puis toi c'est lui qui t'a mis dans la chambre aussi? Et c'est encore le soleil ici. Ah, ok. D'accord. Et toi tu vends quoi? On va manger. D'accord, il n'y a pas de problème. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, allez, c'est gâté. On va manger. Cette femme est une commerçante ayant bénéficié des largesses d'une de ces organisations estudiantines. Certains étudiants nous ont expliqué que ces commerçantes représentaient une source de revenus pour ces organisations, loin des espaces commerciaux et des chambres, au détriment des véritables étudiants. Pour confirmer ces suspicions, un ancien membre de la FESI a accepté de s'exprimer sous anonymat. Ce système, dénoncé par de nombreux étudiants, contribue à l'aggravation des conditions de vie sur le campus. Alors que des chambres sont réservées à des commerçantes, de nombreux étudiants se retrouvent à devoir se battre pour un espace dans des bâtiments en déclin. On a pu voir une dame, une commerçante apparemment, qui est dans le bâtiment. Comment se fait qu'elle a une chambre ici dans ce bâtiment? Tous ces marchés, ces infrastructures qui ont été cassées sont sur le pouvoir, ou encore, oui, le pouvoir de la FESI. Alors, les gens sont dehors. Et on a dit qu'au campus, on peut faire du business. Effectivement, nous, les étudiants, nous avons besoin de manger. Voilà. On fait beaucoup nos sorties, les business, et on n'a pas le temps de préparer. Alors, on mange beaucoup dehors. Et ces personnes-là viennent pour dire, ah, moi, je veux un endroit pour faire mon business. Alors, le business est installé, mais il faut chercher un endroit pour dormir. Et qui va encore loger? La FESI donne la place pour le business et la FESI donne encore un endroit pour le logement. Donc, le logement, comme je l'ai dit depuis le début, toutes ces chambres qui étaient à la possession de la FESI ont été cassées. Alors, ces femmes que vous voyez, c'était des femmes commerçantes qui vendaient sur le marché et les marchés ont été démolis, les chambres aussi ont été cassées, donc elles sont sorties. Ce n'est pas normal, voilà. Ce n'est pas normal Est-ce que le crew est au courant de tout ça? Effectivement, comme je l'ai dit, c'est un deal. C'est un deal. Le crew ne parle pas parce qu'il a sa part et aussi ne parle pas parce qu'ils n'en ont pas. Donc, et la FESI domine le crew. Alors, il faut trouver un moyen qui va nous arranger, nous deux, afin de ne pas être confrontés. Et les témoignages d'étudiants confirment ces propos qui évoquent un climat de frustration et de mécontentement. Des personnes étrangères à la communauté estudiantine, bien que parfois perçues comme des ressources indispensables, sont souvent considérées comme des instruits qui exploitent le système. Aujourd'hui, c'est seulement la FESI qui est ciblée. Mais moi, je dirais qu'on ne doit pas cibler seulement la FESI. Il faut aussi aménager le crew. Voilà. Quand je dis aménager le crew, c'est-à-dire la structure même qui gère l'université, il faut l'aménager. Parce que ce n'est pas seulement la FESI qui gère les chambres, mais si la FESI a eu la force de gérer les chambres, c'est parce que quelque part, eux aussi, ils ont les quotas. Eux aussi, ils gèrent les chambres.
je peux témoigner, il y a des millions de personnes qui sont passées par eux pour avoir des chambres illégalement. Ils ne sont pas en règle, mais il suffit seulement que tu vas là-bas et tu donnes quelque chose et là, on te donne des chambres. Voilà. Et là, ces personnes-là, je dirais qu'ils ont trouvé un moyen pour eux pour qu'ils restent. Alors, comme je l'ai dit au début, toutes ces personnes qui ont été déguerpies, c'était la main des Fessi. La main des Fessi qui ont été déguerpies. Voilà. À part ça, les crews et les réseaux sont restés. Parce que c'est eux qui gèrent la liste, c'est eux qui gèrent tout. Ils savent qui est de leur camp, qui n'est pas de leur camp. Donc, ils ont tout ça, ils ont analysé toutes ces choses-là et ils ont mis ça sur leur compte. Les anciens membres des organisations estudiantines confirment que ce phénomène est loin d'être nouveau. Des accords tacites ont été établis où l'accès à certaines infrastructures est négocié au détriment des étudiants qui en ont réellement besoin. Vous pensez que le crew gère mal les campus? Bon, pour ce que nous avons vu, oui. Mais je dirais que c'est parce qu'ils n'avaient pas trop de pouvoir à cause de la Fessi. Et ils ont profité de cela pour pouvoir faire des deals. C'est-à-dire des deals gagnant-gagnant, 50-50. Ok, la Fessi se présente, moi je veux 20 chambres. Ok, il n'y a pas de souci, nous on vous donne 20 chambres. Mais quand on va faire pour nous, ne parlez pas. On est d'accord? Ok, ça marche. Alors on donne les 20 chambres à la Fessi. Et là, eux aussi, ils prennent quoi? Les 20 chambres de leur part. Alors, lorsque le gouvernement, ce qui est légal, est lancé, ils savent combien ils doivent donner, ils savent combien ils ne doivent pas donner. Si, par exemple, le gouvernement, dans sa liste, a choisi de loger au moins 500 étudiants, eux, ils ont déjà 100 chambres. 100 chambres dans les 500. Donc, ils s'arrangent de sorte que les 400 personnes soient sur la liste normale et les 100 personnes, ils vont faire les deals avec la Fessi. 50-50. La Fessi loge ces éléments 50. Et aussi, ils vont voir ces personnes-là. Ah, tu n'as pas de chambre. OK, viens me voir avec 300 000 francs. Viens me voir avec 200 000. Viens me voir avec 100 000 francs. Je te donne une chambre. La situation sur le campus soulève des questions cruciales sur le rôle des organisations estudiantines, la gestion des espaces universitaires et l'avenir des véritables étudiants. La solidarité entre eux pourrait bien être la clé pour renverser cette dynamique inégalitaire. Alors que le débat continue de s'intensifier, l'université doit se préparer à une éventuelle prise de conscience collective qui pourrait définir l'avenir du campus. Cependant, la véritable préoccupation des étudiants réside dans l'insécurité croissante qui règne sur le campus, désormais plongé dans le chaos. Dans certains bâtiments, des étudiants en situation régulière se retrouvent souvent seuls, enfermés dans des espaces vides, exposés à des risques tant physiques que psychologiques. Ça fait maintenant 2 jours que l'opération a eu lieu. Je peux dire on est au 3e jour aujourd'hui, je crois. Voilà. Il y a nos sœurs étudiantes qui ont commencé à interpeller les garçons qu'elles connaissent parce qu'il y a des personnes étrangères à nous qui sillonnent aujourd'hui les bâtiments, qui se promènent dans les chambres qui ont eu leurs portes dérobées par l'action des forces de l'ordre. Ils rentrent dans ces chambres-là. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des paliers, par exemple, où sur peut-être 11 chambres, il n'y a peut-être que 3 personnes qui sont restées. Et ces personnes-là voient de façon fréquente la visite des personnes qui ne connaissent pas, des personnes qui n'étaient pas habituées à ces endroits-là. Ça nous met la crainte. Voilà, donc on souhaiterait que ce côté de sécurité-là soit bien vu. Parce qu'une chose est de rester parce que tu es légal, mais une chose aussi est que ta vie soit aussi en sécurité, tes objets soient en sécurité. Voilà, là, aujourd'hui, on a peur. On a quand même peur parce qu'on n'est plus au nombre qu'on était avant. Les nombres se sont beaucoup réduits dans les bâtiments et on assiste aujourd'hui à la visite des personnes que nous ne maîtrisons pas. Cette solitude, qui pourrait sembler anodine, devient rapidement une source d'angoisse, amplifiée par des rumeurs inquiétantes sur des actes de vandalisme et des intrusions non désirées. On a quand même un pincement au cœur parce qu'on a des camarades avec qui on a collaboré, on a causé hier, qui sont des étudiants, on n'a vraiment rien à leur reprocher en tant qu'étudiants. Voilà, mais qui étaient au mauvais endroit et qui ont eu la mauvaise information. Parce qu'il y a des étudiants qui ne savent pas, après avoir eu le bac, ils ne savent pas comment on fait pour rentrer en cité.
quelqu'un l'approche, vous dit non, viens en cité, il y a tel gars qui va te donner une chambre. Effectivement, lui, il débouche son argent, on lui donne une chambre. Tu vois, même qu'on lui fournit des papiers, même qu'il a. Dans le déguerpissement, il y a eu ça, il y a eu des étudiants qui avaient des papiers. Mais les papiers qu'ils avaient n'étaient pas authentiques. Ils avaient des papiers, ils payaient même chaque mois, ils payaient le loyer chaque mois. Ils étaient à jour. Mais bon, avec d'autres individus qui leur faisaient croire que oui, l'argent là peut-être partait au crew. D'autres même ont des reçus. On a été étonnés de voir certains qui ont des reçus, mais dont le nom ne figure pas dans le fichier du crew. Donc il y a tout ça, donc il y a eu des gens qui ont été mal informés. De nombreux étudiants expriment le besoin d'un renforcement de sécurité, non seulement sur le plan physique, mais également en matière de soutien psychologique. Des initiatives de surveillance communautaire et de vigilance collective commencent à émerger, mais elles ne sont pas encore systématisées. La nuit sur les campus universitaires tombe avec une atmosphère de tension palpable. Les couloirs, habituellement animés, sont maintenant plongés dans un silence lourd, seulement troublés par les bruits occasionnels d'une porte qui grince ou d'un murmure lointain. Mariam, 21 ans, la peur au ventre, étudiante en psychologie, décrit les soirées passées à écouter le bruit des pas dans les couloirs. Comment tu as vécu la situation ici? Bon, c'était vraiment traumatisant, on était vraiment stressés et franchement avec les forces de l'ordre qui étaient là, c'était pas facile à vivre franchement. On est dans l'insécurité, on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer, on est là, on court. Vraiment c'est compliqué. Ce bâtiment, vous êtes combien à être restés? Nous sommes 6 potes. Vous avez peur la nuit? Oui, on a vraiment peur parce que les portes là sont ouvertes, on ne sait même pas qui rentre la nuit, on ne peut pas surveiller, on est des filles. Donc c'est compliqué, on a vraiment peur franchement. Il n'y a rien à manger, on est obligé de sortir, aller acheter la nourriture dehors. Moi je pense qu'il ne peut pas avoir une université sans syndicat. Donc j'aimerais que les dirigeants soient un peu indulgents. Peut-être que la FESI ne s'est pas bien vis-à-vis et par rapport aux réformes, ils n'ont pas été, je ne sais pas comment dire, mais ils n'ont pas été vraiment justes. Mais après, là, ils nous ont beaucoup aidés en tant qu'étudiants. Ils ont lutté pour la cause des étudiants. Moi, en tant qu'étudiante qui ne fait pas partie de la FESI, franchement, je reconnais qu'ils ont été en quelque sorte bien. Seulement qu'il y a certains trucs qu'ils ont failli, mais ils étaient bien quand même. Donc on aimerait qu'ils soient un peu indulgents. Certaines confient avoir été témoins d'actes de vandalisme dans des bâtiments voisins, des fenêtres brisées, des portes forcées et même des rumeurs d'intrusion pendant la nuit. Ici, les conversations tournent vite à la mobilisation. Des étudiantes envisagent d'écrire une lettre ouverte aux autorités, exposant leurs préoccupations et demandant des mesures urgentes. Mais le cours, là, ils sont en partenariat, la plupart des cours, là, ils sont en partenariat avec la FESI et puis FESI les reverse quelque chose. Sinon, là, comment se fait-il que les gens sont dans les règles et puis on va les vider, ils paient les chambres normalement et puis on vient leur montrer les chambres que ces chambres FESI, en temps ils ont des papiers légaux. Comment est-ce que cela se passe? Certainement que ces derniers-là, comme on appelle, payent les chambres avec le crew et le crew ne reverse pas à l'État et puis on considère ces chambres-là comme les chambres FESI. Mais aujourd'hui, vous les mettez au dehors, où elles vont aller trouver une maison? Moi-même, j'ai ma petite soeur actuellement, elle a nounou en train de chercher une maison. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas cambodger quelqu'un. Donc c'est elle, j'attends comme ça pour fermer la porte parce que je devais partir à quelque part, à l'église du moins. On a prié du soir, mais à cause de ça, il ne peut pas partir parce qu'elle est la nono. Elle va revenir ici. Si elle revient ici, que je ne suis pas là, elle va faire quoi? Il y en a qui avaient des reçus du groupe, mais qui étaient en situation irrégulière. Mais ils vont faire comment? Puisqu'on dit qu'ils sont dans les situations irrégulières, ils n'ont qu'à partir. Elles vont faire comment? Elles n'ont pas le choix. Puisque c'est le groupe qui a dit si tu restes, on vient te ramasser, on t'envoie à la police, tu fais comment? Ils ne demandent pas d'explication, il n'y a pas à faire de papier. On dit qu'il faut partir. Les campus d'Abidjan, autrefois symbole de rêve et d'ambition, sont aujourd'hui le théâtre d'un quotidien marqué par l'insécurité. Alors que les étudiantes se battent pour un environnement sûr, la question demeure, jusqu'où devront-elles aller pour être entendues? La nuit s'étire, et avec elle, l'espoir d'un avenir plus serein semble encore lointain. Compliqué. Puis nous qui sommes restés, les boutiquiers ont enlevé, on n'a qu'à les ramener parce qu'on souffre. On a faim. Depuis matin, on cherche allumettes, on est obligé d'aller au marché. On cherche huile, on est obligé d'aller à Nono, pourtant tu n'as pas l'argent. Pourtant les boutiquiers qui se tiennent là avec eux, on peut prendre l'allumette sans payer transport 25, on allume nos trucs, on ne peut pas.
Bon, on attend dire qu'on va nous dire d'enlever les bouteilles de gaz. Moi, j'enlève les bouteilles de gaz. Vous ne me payez pas ma bourse. Je vais me nourrir comment? Mes parents ne sont pas des fonctionnaires. Je vais me nourrir comment? Ils n'ont qu'à nous payer les bourses normalement. Nous, on veut que les bourses reviennent. Maintenant, les chambres qui disent qu'on doit là, c'est parce qu'on n'a pas l'argent pour payer. La bourse qu'eux nous doivent là, ils n'ont qu'à enlever leur argent dans la bourse avant de nous envoyer notre bourse. Toujours au cœur de ce silence troublé, Jaurès, l'étudiant de 24 ans que nous avons rencontré en journée, erre parmi les couloirs d'un ancien bâtiment, à la recherche d'un refuge pour la nuit. Sa quête le mène à une chambre abandonnée, un lieu qui pour lui est devenu un sanctuaire. C'est ici que Jaurès s'est créé une bulle d'intimité, loin des regards curieux et de la brutalité du monde extérieur. Il a dissimulé un vieux lit et quelques livres éparpillés, créant un coin où il peut se poser et étudier. C'est ton lit là? Oui, c'est ma bague. Tu viens comme ça tous les soirs de nous prendre ton lit? Pour nous prendre. Il faut que le coin qui est un peu bizarre là, ils ne vont pas suggérer que quelqu'un utilise. Tous les matériaux ont été rangés dans les camions, ils sont partis avec. Donc ils jettent ça comme ça et puis après, ils prennent pour aller dormir. Pourquoi tu mets ça ici? Pourquoi tu mets ça ici? Bon, ils mettent ça ici, quand ils mettent ça ici comme ça, tel que c'est désordonné, ils vont penser que non, il n'y a rien. C'est un lieu de camouflage en fait. Quand tu vois, tu n'as pas l'impression que quelqu'un peut venir chercher quelque chose ici. C'est ma manière de faire pour ne pas qu'on sache que non, il dort quelque part. Et en journée, tu es... Voilà, je suis parti. Jaurès, en apparence ordinaire, est en réalité le reflet d'une génération qui lutte pour se faire une place dans un monde en constante mutation. Ses journées sont rythmées par les cours à l'université, mais la nuit, il jongle entre ses études et la gestion de ses peurs. Tu dors tout seul ici, tu n'as pas peur? Moi, souvent, ici, mes amis sont après, et je me laisse, ils s'en dormir chez eux. On se disperse un peu, en fait. On se disperse. Mais moi, je préfère ici, parce que c'est là, je me suis habitué. Donc, ici, me va bien, je dors, puis après. Il n'y a pas les moustiques, ça te fatigue pas? Bon, les moustiques, il n'y en a pas. Il n'y a pas de moustiques. Continue, après, tu fais quoi? Voilà. Il attend que ça, peut-être, et puis il vient dormir. Tu veux pas de drap? Bon, moi, je n'ai pas de drap. Tout est camouflé. Toutes mes choses sont camouflées. Il n'y a même pas un drap que tu mets, une couverture? Non, il vient, il dort comme ça, puis il vient. Je suis un Cambodgien. Quand tu es Cambodgien, il y a des choses là que tu ne peux pas faire. C'est quoi un Cambodgien? Un Cambodgien, seulement, c'est donné ce nom là, c'est quelqu'un qui n'a pas de toit, qui dort dans les choses. Lorsqu'on était en amphi, on bossait en amphi, on s'appelait des Cambodgiens. Les Kosovas aussi, on bossait en amphi, on veillait là-bas. Donc on est habitué. Jaurès a appris à vivre avec le peu qu'il a. La solitude est pesante, mais c'est un répit comparé à la précarité de la vie dans les rues. Voilà, je vais partir. Tu comptes rester ici encore longtemps? Non, puisqu'il n'y a pas un endroit pour rester. Personne ne m'a appelé pour venir chez lui. Donc je vais prendre ma route pour partir. Jusqu'en dimanche, je suis parti. Samedi, dimanche, je suis parti. Je vais rentrer sur le village. Tu as fini de composer? Oui, j'ai fini de composer. Ça te fait mal un peu de quitter Abidjan? Très mal. Puisque mes études sont exposées maintenant. Qui va venir maintenant me défendre à l'école ici? Si mes parents n'ont pas eu les moyens pour qu'ils puissent retourner, comment ils ont fait? Alors, depuis la bas âge, on nous a enseigné que non, il faut aller à l'école. On va à l'école aujourd'hui. On a toutes les années. Donc il faut dire non, que ça me fait très mal. Puisque quelqu'un qui est habitué aux études, aujourd'hui va se retrouver au village. Ça fait mal. Tu as reçu ça comment à tes parents? Oui, je les ai appelés pour leur parler de ça. Et mais ils sont conscients de ça, qu'ils vont rentrer sur le village. Ils sont conscients. Ils vont rentrer. Peut-être que s'il y a une porte de sortie au village, si ils ont trouvé une solution, ils vont revenir. Si ce n'est pas le cas, ils restent au village. Le départ pour Divo, en quête d'éducation et d'opportunités, a été un acte de bravoure. Mais le chemin s'est révélé semé d'embûches. Les coûts de la vie estudiantine, les loyers exorbitants et la quête incessante de sécurité l'ont conduit à chercher un abri dans l'ombre. Chers téléspectateurs, vous venez donc de suivre un reportage qui plante déjà le décor. La situation de l'école ivoirienne n'est pas bonne. Le temple du savoir est devenu un véritable champ de guerre. Ce sont des batailles rangées. Il y a eu mort d'hommes. Et quand il y a mort d'hommes, dans un endroit censé donner du savoir, il faut qu'on se pose 1001 questions.
Beaucoup de chaînes de télévision en débattent en ce moment. Dans les studios de radio, tout le monde en parle. Les responsabilités sont partagées, mais je pense qu'il va falloir regarder droit cette caméra et dire que nous sommes tous responsables. Parents d'élèves, autorités, élèves de Côte d'Ivoire, étudiants. Est-ce que nous détenons vraiment la vérité absolue? Je ne crois pas. Et je ne veux même pas avoir cette prétention de tout connaître. C'est pourquoi, au nom de l'équipe de production, je suis heureux de recevoir donc un élève qui lui était censé étudier, malheureusement, par la faute de ce qui s'est passé donc, au sein de l'université, il se voit expulsé parce que l'État ne veut plus entendre parler de la FESI. Il s'appelle Asser. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À côté de vous, vous avez donc Siloué Obengue, qui est donc le secrétaire général de l'AGESI, qui est une autre association. Hein. Il y en a tellement. Vous avez un dénominateur commun, c'est de pouvoir vous battre pour les conditions pour l'école ivoirienne, n'est-ce pas? Alors quand vous êtes nombreux comme ça, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous asseoir, de faire le tour de la question pour voir si vous avez atteint des objectifs? Effectivement, des fois, il y a des plateformes de revendication qui sont mises en place entre plusieurs associations, puis posées. Et depuis un certain moment, ces plateformes de revendication-là ne sont plus trop discutées. Parce que vous le constatez également que sur les espaces universitaires, plus souvent, les organisations, les associations en grand nombre ont du mal à pouvoir exercer parce que visiblement elles ne sont pas toutes vues. Elles sont pas quoi? Elles n'exercent pas visiblement sur l'espace universitaire par exemple, parce que vous allez voir une organisation qui est assez puissante par rapport à eux. Donc du coup, elle a tendance à pouvoir Vous mettez quoi dans puissante? Elle est assez puissante. Vous mettez quoi dedans? Assez puissante, elle domine les autres organisations. Donc du coup, la plupart, c'est vous, quand vous partez sur l'espace universitaire, c'est cette organisation-là dont vous pouvez voir. Il est quand même important d'ouvrir une parenthèse de précision. On aurait bien voulu avoir ici quelques membres de l'ex-FESI, mais voyez-vous, nous sommes dans un État républicain. Nous respectons donc les règles. Quand une association est dissoute, je veux dire qu'il faut s'en tenir donc à ce qui a été pris comme décision par les pouvoirs publics. Oui, allez-y. D'accord. Donc c'est pourquoi nous, à notre niveau, nous pensons que nous luttons pour qu'il y ait l'expression de plusieurs organisations. D'autant plus que il y a beaucoup d'associations. Et si toutes ces associations ont l'occasion de pouvoir s'exprimer sans qu'une ait la prédominance sur les autres, nous pensons que c'est ce qui est idéal. Mais sur la plateforme dont vous parliez tantôt, est-ce qu'il vous arrive de faire part de cette préoccupation donc à l'endroit de l'ex-FESI? Au niveau de l'AGESI, c'est d'ailleurs même l'objet de la création de l'AGESI, de ce que toutes les organisations dans le milieu universitaire et scolaire doivent pouvoir s'exprimer comme ils se doivent, de telle sorte que les élèves et les étudiants puissent se reconnaître à l'organisation qui, selon eux, défend mieux leurs intérêts. D'autant plus que nous sommes dans un pays qui a un système politique qui est la démocratie. Donc nous pensons que si tout le monde a la liberté de pouvoir s'exprimer, tout le monde a la liberté de pouvoir donner son opinion, ça va permettre de pouvoir trouver le juste milieu, l'idée meilleure, la solution meilleure qu'il faut, en tout cas pour poser les problèmes des élèves et étudiants. Parce qu'une seule personne, comme le dit le dicton, une seule personne, une seule idée, plusieurs personnes, plusieurs idées. Ok. Asser, Siloué est le secrétaire général de l'AGESI. C'est une association qui est censée défendre vos droits. Il y en a aussi beaucoup comme l'ex-FESI. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces différentes associations? Vous constatez que vraiment ces associations-là sont faites pour défendre vos droits, vous en tant qu'étudiant? Franchement, moi, je ne connais pas l'AGESI. Comme il a dit, c'est une association moins vue. Voilà, donc je ne connais pas l'AGESI. Concernant la FESI, je disais, l'AGESI, je ne la connais pas. Voilà, c'est une association que je ne connais pas, vu que la FESI est un peu puissante qu'elle. Voilà. Maintenant, concernant la FESI, elle se bat quand même pour les droits des élèves, des étudiants. Donc vous n'êtes pas d'accord qu'elle soit dissoute alors? Bon, en fait, c'est vrai qu'elle se bat pour les droits des étudiants, mais il y a un peu d'excès. C'est-à-dire? On n'arrive pas vraiment à canaliser... non, commençons par, il y a un peu d'excès, c'est-à-dire? Un peu d'excès dans leur manière de se comporter. Par exemple, à l'université, ils détiennent un peu tout. C'est-à-dire,
même le crew qui est censé avoir la majorité des, par exemple, l'espace, des chambres et autres, la FESI domine tout ça. C'est-à-dire, un étudiant peut venir, il passe par la FESI, il paye, pourtant le crew est censé diriger tout ça. La distribution des chambres à l'université, c'est le rôle du crew. C'est le rôle du crew. Quand la FESI se crée pour défendre les droits des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, est-ce que dans leurs obligations, dans leur bataille, dans leur combat, est-ce que dans leur feuille de route, il est écrit qu'eux doivent gérer les chambres des étudiants? Non. Ok. Vous savez, vous venez de dire que le crew le sait, mais la FESI fait tout ça. Et quand le crew se rend compte que ces chambres-là sont occupées, sont gérées par la FESI, le crew a entrepris quoi comme démarche pour mettre fin à cette activité illicite menée, d'après vous, par la FESI? Et vous-même, étudiant, c'est devant vous que cela se passe. Est-ce que vous avez vu des hauts responsables de l'université pour que ce désordre prenne fin? Actuellement, vu le décès du SG, du secrétaire général de la FESI, d'Abobo, bon, disons, le crew a en profité pour déloger en même temps les chambres, c'est-à-dire ils ont ciblé des chambres occupées par les FESI ou octroyées par la FESI. C'est-à-dire un étudiant qui est passé par la FESI pour obtenir sa chambre. Le crew a ciblé ces chambres-là pour les déloger en fait. Alors, tous les étudiants qui ont été vidés des cités universitaires, oui, ce sont des étudiants qui ont eu leur chambre par le biais de la FESI. Donc il y a d'autres étudiants qui se trouvent en ce moment au sein de l'université? Il y a d'autres étudiants qui se trouvent au sein de l'université. Qui n'ont pas été vidés? Qui n'ont pas été vidés. Mais parmi ceux qui ont été vidés, il y a certains qui ont eu des chambres légalement, mais qui ont aussi été vidés. Non, Asser, je voudrais quand même qu'on fasse une pause. Il est connu de tous que l'État de Côte d'Ivoire a pris des nouvelles dispositions pour que les cités universitaires soient vidées. C'est-à-dire que les étudiants qui y étaient, l'État a estimé que ces étudiants occupaient ces chambres de façon illégale. Donc tous les étudiants. Vous me dites que le crew a profité de cette situation-là pour faire vider tous les étudiants qui ont eu des chambres par le biais de la FESI. Et qu'à 7 heures aujourd'hui, si on va à l'université, on va trouver des chambres occupées par d'autres étudiants. Par d'autres étudiants qui ont eu par le biais du crew. Normalement, c'est eux qui octroient les chambres. Monsieur le directeur du crew, je ne sais pas si la télévision où j'officie, l'AFTV, va permettre qu'on ait l'acte 2 de cette émission, mais il est quand même important que vous puissiez être sur un plateau pour répondre à ce que dit le jeune étudiant Asser. Parce que je veux dire qu'on ne va pas faire subir des guéguerres au sein de l'université à d'autres étudiants qui sont venus pour fréquenter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous confirmez ce qu'il dit? Effectivement, on a tous appris par un communiqué venant du coup de ce que il sera question d'expulser en tout cas les étudiants qui sont jugés être en situation irrégulière dans les résidences universitaires. Et parmi ces étudiants, il y a ceux que le crew a traités qui sont dans une situation régulière. Naturellement, c'est ceux dont le crew a connaissance que c'est lui, en tant que centre régional des œuvres universitaires, qui leur a permis d'être logés. Oui. Ok, c'est vrai que je sais que cette question ne vous est pas destinée, parce que moi j'ai envie de comprendre. Ce que je veux comprendre, comment on peut faire payer tout ce désordre à quelqu'un qui, lui, je veux dire qu'on aurait dû interdire cela au moment où la FESI, toute puissante, donnait ses chambres, sachant très bien que le crew était là, parce que cela s'est fait au vu aussi de tout le monde. Ce qui se déroule à l'université, là, ce n'est pas des choses qui se font en cachette, tout le monde le sait. Je veux dire que venir jouer les médecins après la mort, ça ne vaut pas la peine, quoi. Cette affaire de FESI, je veux dire qu'il faut aller au-delà. C'est bien beau de faire toutes ces enquêtes, d'arrêter ceux qui ont tué, c'est bien. Mais allons au-delà. Pour que la FESI se permette ce qu'elle s'est permise là, au sein de l'université, c'est qu'elle se sent protégée. Pour que le crew ne puisse pas agir, il faut que le directeur du crew explique qu'est-ce qui l'empêchait d'agir au moment où la FESI était dans des activités qu'eux-mêmes ils ont jugées illégales. Comment on peut faire payer à un étudiant dont le père
à payer le prix fort en termes de sacrifice pour venir à étudier à l'université, le temps du savoir, comment on fait payer à cet étudiant-là, qu'on le mette dehors. Nous, on a vu des vidéos qui ont circulé là-dessus. En quoi ces jeunes filles-là, en quoi ces jeunes étudiants-là sont responsables de tout ce qui s'est passé? Si dès le départ, on n'a pris aucune disposition, qu'on a laissé faire, c'est pour ça que j'ai dit en introduction de cette émission, nous sommes tous responsables. Et cette affaire, si on ne la règle pas au fond, je vais dire qu'on n'est qu'au début d'un vrai film western. Je ne sais pas si on mesure le danger qui guette. Parce qu'on n'est plus là en train de parler de l'école. On est en train de parler d'une guerre de clans au sein de l'université. Il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup d'activités qui n'ont absolument rien à voir avec le savoir. Alors vous, on vous a expliqué comment, puisque vous êtes sur ce plateau pour défendre votre cas. Bon, concernant moi, mon expulsion, j'ai d'abord même, on a postulé au CROUP, on a obtenu l'admission. Vous avez postulé au CROUP. Monsieur le directeur, il dit qu'il a postulé au CROUP. Il a eu l'admission, oui, allez-y. Voilà, on a postulé au CROUP, on a eu l'admission. On payait régulièrement. Tous les documents de l'admission, vous les avez tout ça. Si demain notre équipe veut vous nous revoir pour... Oui, j'ai tous mes documents. Voilà, maintenant, malgré ça, je ne sais pas pourquoi, ils sont venus, ils ont levé ma porte. Je montrais mes documents, bon, disons. Qui a montré? Moi-même. Non, non, qui est venu enlever votre porte? Les forces de l'ordre, le CROUP et autres. Ils étaient venus, ils ont... Lors de ces événements-là? Oui, lors de ces événements. Donc vous avez eu la permission du CROUP pour occuper votre chambre? Oui, okay. Légalement. Légalement. Je ne suis pas passé par la FESI. Ok. Et vous ne comprenez pas je ne comprends pas sur quelle base ils m'ont expulsé. Si tout de suite l'équipe de production vous met en face du directeur de CROUP, vous allez lui dire quoi? Il est là, il doit être là. Voilà. Regardez cette caméra, parlez-lui. Parlez-lui au directeur. Monsieur le directeur du CROUP, j'aimerais savoir pourquoi certaines chambres qui ont été occupées légalement ont été ciblées et aujourd'hui ces personnes restent dans la rue. C'est ce que moi j'aimerais savoir. Parce que moi j'ai eu ma chambre légalement, de manière légale. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui j'ai été expulsé. Je vais au CROUP pour l'instant, ils disent qu'ils ne sont pas disponibles. Je vais revendiquer, ils disent qu'ils ne sont pas disponibles. Donc pour l'instant, nous sommes là comme ça. On dort chez certains voisins, demain on dort là-bas, après-demain on dort là-bas. Donc c'est vraiment compliqué pour nous. Voilà, donc j'aimerais savoir pourquoi nous qui avons eu, voilà. Pourquoi on nous Pourtant vous avez obtenu votre chambre de façon légale. Oui, alors M. Siloué, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre fin à toute activité syndicale. Comme on le dit dans l'autre jargon, c'est le nom de la FESI qui est gâté, sinon c'est tout le monde qui est concerné. Vous ne pouvez plus mener vos activités. Je veux dire que quand on, face à une telle décision, vous, en tant que secrétaire général de l'HDC, vous vous sentez comment? Et le fait de savoir qu'une de vos associations aussi est aujourd'hui pointée du doigt. Eh bien, c'est avec un pincement au cœur que nous apprenons cette décision. Ça veut dire, en tant qu'association, c'est comme l'organisation a dévié, en tout cas, de son canevas pour les intérêts des élèves étudiants. Alors, pour nous, il est important que clairement les responsabilités soient clairement situées pour ne pas que cette mesure-là puisse être en tout cas impacter toutes les autres associations. Puisque d'autant plus que bon, il y a une enquête qui est en cours, en tout cas, qui est censée en tout cas identifier clairement en tout cas ce qui s'est passé. Donc si c'est une seule organisation qui a été, comment on appelle, identifiée comme étant clairement responsable, nous pensons que c'est cette organisation-là qui devait être, comment on appelle, ramenée à l'ordre. Parce que dissoudre c'est bon, mais ça ne règle pas totalement le problème. Parce qu'il y a encore d'autres organisations. Mais il faudrait que ce qui s'est passé, cela soit en tout cas corrigé, puni, pour ne pas que les autres associations puissent en faire autant et que chacun se conforme à son canevas d'exercice qui est de défendre les intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants, de respecter le cadre en tout cas réglementaire, de telle sorte que les étudiants que nous sommes, les élèves et étudiants que nous sommes censés défendre, que nous puissions poser clairement leurs problèmes devant l'administration. Il faut que tout le monde s'inscrive dans la logique de la protection des élèves et des intérêts des élèves étudiants.
dans la logique en tout cas de la promotion en tout cas d'une meilleure école où il fait bon apprendre, où les citoyens, les jeunes sont bien formés pour l'intérêt de nos familles, de leurs familles, pour l'intérêt du pays et en général pour l'intérêt. Vous venez de toucher le mot là, où les citoyens sont bien formés. Sauf que dans ces associations-là, vous faites croire à l'opinion publique que vous êtes là pour défendre les droits des élèves et étudiants. Mais un étudiant qui vient pour apprendre, son premier patron, c'est l'enseignant. Mais dans les faits, on reproche aux étudiants de Côte d'Ivoire de manquer de respect aux enseignants. C'est-à-dire vous faites la loi, c'est vous qui décidez, c'est vous qui perturbez les cours, c'est vous. C'est-à-dire que les enseignants sont tellement effrayés par vous, c'est ce qui se dit. Donc comme vous êtes tous les deux étudiants, c'est après que vous avez votre fonction de secrétaire général, mais je veux qu'on en parle un peu. Vous n'êtes pas studieux à l'école, aucun respect. Ce qu'on a dit là, est-ce que c'est le vrai? Bon, à ce que je sache, je n'ai pas vraiment vu d'étudiants. Un étudiant, son père, ses parents ont payé ses études, il vient à l'université et il manque de respect à l'enseignant. Donc, depuis moi, mes 5 ans à l'université, je n'ai jamais vu ça. Franchement, je n'ai jamais vu ça. La FESI, elle était là pour revendiquer les droits des étudiants. Si le gouvernement, par exemple le CROU, la réhabilitation des cités universitaires et autres, on voit qu'aujourd'hui, les cités, depuis la construction, les cités sont pareilles. Actuellement, même tu es dans les chambres, ça coule. C'est ce genre de truc-là, c'est ce genre de situation que la FESI, en réalité, combat. Elle essaie de parler en faveur des étudiants. Mais franchement, le côté manquer de respect, bon, ça, je n'ai pas encore vu. Ok, bon, sur la question, quand le maître qui est censé, en tout cas, donner le savoir, perd sa valeur de maître devant les apprenants, c'est une situation qui est très déplorable. Parce que apprendre dans ces conditions, il n'est même plus à l'aise de pouvoir donner son savoir pour les citoyens de demain qu'il veut former. Donc déjà, retrouver encore ces faits, en tout cas de nos jours encore dans nos universités ou dans nos écoles, c'est une situation qui est très déplorable. Et c'est pourquoi nous, à l'AGESI, nous pensons que il faut qu'au sein des organisations, qu'il y ait l'éducation à certaines valeurs. Les valeurs, ce sont les valeurs de la défense réelle des intérêts matériels et moraux des élèves, en toute honnêteté et en toute responsabilité. De telle sorte que mon action pour l'école soit bénéfique pour l'école. Et non que ce soit une action où l'enseignant même lui-même il a apeuré, les étudiants eux-mêmes quand ils viennent parce que je suis responsable. Vous pouvez reprendre la vocation de vos associations, pour défendre quoi? Pour défendre les intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants. C'est ça qui est la feuille de route. Oui, c'est ça, c'est l'un de nos objectifs. Est-ce que le commerce qui se fait au sein des universités, non, laissez-moi finir, le commerce qui se fait au sein des universités, où on fait payer des taxes à tous ceux qui viennent faire du commerce à côté de ces universités, ça fait partie de la feuille de route? C'est avec ça là vous allez défendre les intérêts des... Malheureusement pas. Mais ça existe quand même. Malheureusement, c'est un constat, mais il est amer, malheureusement. C'est pourquoi, depuis 2004, là, je suis à sa création. Dans ses buts, comme je viens de le dire, le premier but, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des élèves. Le deuxième, nous faisons la promotion des valeurs démocratiques, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion. Parce que nous estimons que si chacun de nous, que chaque élève, que chaque étudiant a la liberté de pouvoir donner son point de vue sur les questions qui les concernent, c'est une éducation pour lui et ça peut permettre en tout cas à tout le monde d'agir de façon responsable dans la défense de leurs intérêts. Troisièmement, c'est de lutter contre tout ce qui est violence au niveau dans nos universités. Parce que l'association chargée en tout cas de travailler ou bien de lutter pour les étudiants ne doit pas être un frein à leur épanouissement. Ne doit pas être un frein en tout cas à leur cursus universitaire. Le faire, c'est comme en tant qu'association,
nous avons dévié. Le faire, c'est comme si on a échoué, qu'on n'est pas resté dans le canevas de ce pourquoi on a été créé. Quand nous demandons à ce que toutes les organisations puissent se remettre dans ce cadre-là, de être strictement réservé en tout cas à défendre les intérêts matériels et moraux. Mais ce n'est pas une guerre entre les associations et l'administration. L'administration peut prendre une décision, les étudiants disent bon, c'est à nous que ça s'applique. Nous pensons qu'il aurait fallu que ça soit ainsi, comme ça. Ok. Moi, ce que je vais vous dire, ce n'est pas un reproche, parce que j'estime que les partis politiques de la Côte d'Ivoire ont une telle puissance que ces partis ont une emprise sur toutes les populations. Aujourd'hui, chacun est dans cette Côte d'Ivoire-là et il prêche pour sa propre chapelle. C'est le leader de son parti politique qui est donc un demi-dieu. Il lui est difficile de trouver même, ne serait-ce qu'un prétexte pour être donc ce fier artisan de la grandeur de la nation. C'est-à-dire que cette Côte d'Ivoire qu'on prétend aimer, je vais dire qu'on dévie complètement et on idolâtre nos leaders. Les syndicats estudiantins n'y échappent pas. Les partis politiques, j'ai eu dire qu'ils ont aussi une emprise sur vous. Bon, c'est vrai que là ici, ce n'est pas un parti politique. Et je dirais pour ce qui concerne, en tout cas pour ce qui concerne l'AGECI, bon, dans notre manière de fonctionner, il n'y a pas de lien réel entre l'AGECI avec... ce que je dis là, cependant, oui, allez-y. Voilà. Cependant, des actions, certaines actions des politiques ou bien certaines décisions des politiques peuvent influer sur l'ensemble des étudiants, eux et également aussi les organisations, comme on appelle les membres de nos différentes organisations. Okay. Donc en cela, ça peut être vu sur cet angle-là. Mais la collaboration directe, ça, en tout cas pour ce qui concerne l'AGECI, il n'y a pas de collaboration directe de l'AGECI avec un parti politique. D'accord. Vous ne vous reconnaissez pas dans cet état de fait. D'accord. On va donc terminer avec vous, Asser. Vous parliez donc des conditions légales que vous avez pu remplir pour occuper donc cette chambre. Malheureusement, vous êtes parti, mais je pense qu'il est important qu'on vous donne cette information. Notre équipe a enquêté et il s'avère qu'au niveau du crew, il y a des brebis galeuses qui ont dû tenter de régler votre situation en vous remontant des faux documents, ce qui n'engage pas le crew. Parce que quand on regarde dans le fichier, votre nom n'y figure pas. Vous avez certainement des documents, mais ces documents vous ont été remis par des gens qui travaillent autour du crew. Ça, c'est partout, ça existe. Hein? Dans la Côte d'Ivoire où nous sommes, là. Vous allez prendre le ministère de la Construction, il y a des brebis galeuses. Vous allez prendre les impôts, il y a des brebis galeuses. Vous allez prendre... Donc, ce n'est pas le crew qui va échapper. Je veux simplement vous dire que c'est bien de faire un reproche au crew. Et vous avez raison. Parce que ce n'est pas vous qui avez engagé ces collaborateurs là, de vous donner ces papiers. Donc, il faut absolument que le directeur regarde autour de lui et qu'il trouve la solution. Et j'espère vraiment que votre mot de fin. En fait, concernant ce sujet-là, c'est vrai, il y a certaines personnes qui sont entrées par le biais de la FECI. Et bon, la FECI même leur a proposé de régulariser leur situation en partant au crew, présenter des papiers et mettre la chambre à leur nom. Voilà. Cependant, il y a certaines personnes, telles que moi, mon cas, on a postulé l'admission et on a obtenu l'admission. C'est différent. Mais moi, j'ai postulé à l'admission. Je suis parti au DAL. J'ai demandé à ce qu'on vérifie. Contre la vôtre. Voilà. Je demande à ce que des enquêtes approfondies vous permettent de pouvoir réintégrer votre chambre. Monsieur Siloué, pardon. Merci infiniment d'être venu. Je voudrais avec vous que nous puissions pousser la réflexion loin. Chers parents, pouvoir public, ce qui se déroule au sein de nos universités, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Ces étudiants sont censés être donc l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nos parents, nos aïeux ont beaucoup travaillé. Nous avons eu l'indépendance politique, nous sommes en train de nous battre. Parce que ce pays-là, voyez-vous, il est sur la voie du développement. Il n'est pas encore développé. Il a donc besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Que chacun prenne toute sa responsabilité. C'est un vrai désastre. Et le dire, ce n'est pas donner de gros mots, mais interpeller les consciences.
pour que chacun y mette du sien et que ceci nous serve de leçon et que cela nous interpelle. Si on s'arrête à ce jugement, condamner les membres de la FESI, ça voudrait dire qu'on n'a pas envie de régler définitivement le problème. On dit à quelque chose, malheur est bon, mais il faut profiter de ce malheur-là pour pousser loin la réflexion et revoir même les conditions dans lesquelles notre école est. C'est important. C'est de cette manière que nous allons franchir la fameuse ligne d'arrivée. L'histoire qui se passe dans nos écoles, dans nos universités, nous concerne tous. Car chacun de nous a laissé faire. Et quiconque laisse faire ne devrait logiquement pas être surpris de ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons d'une façon ou d'une autre préparé des monstres. Et aujourd'hui, nous voulons jouer les étonnés, nous voulons jouer les moralisateurs, les juges. Non. Moi, je n'ai ma part de responsabilité. Ces deux étudiants qui sont sur ce plateau ont leur part de responsabilité. Tous ces caméramans et ces journalistes ou reporters de cette émission ont leur part de responsabilité. Mais vous aussi, les pouvoirs publics, vous avez votre part de responsabilité. C'est ensemble que nous allons porter avec fierté, fiers artisans de la grandeur de notre nation. On se retrouve dimanche prochain pour un autre problème. Bonsoir.